Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des audacieux responsables. Ici, on décortique le virage RSE pris par de nombreuses entreprises, transition écologique et engagement sociétal au programme comme tous les jours. L'invité de Smart Impact, c'est Anthony Afflelou, le directeur marketing du groupe Afflelou. Il nous présentera les engagements de la marque sur des produits éco-responsables. Et puis, on reviendra aussi sur cette opération 500 000 masques lancée lors du premier confinement. Ça fait 1 an déjà. Notre débat portera sur les enjeux de la transformation de l'industrie du textile. C'est le modèle de la fast fashion, produit dans des conditions parfois indignes à l'autre bout du monde, que l'on porte à peine avant de la jeter, qui est remis en cause. On verra comment la mode se réinvente. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez la marque Juliette qui propose un gel douche aussi sain pour soi que pour la planète. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Anthony Afflelou, bienvenue. Vous êtes donc le directeur marketing du groupe Afflelou, aventure familiale qui va bientôt fêter ses 50 ans. Le premier magasin, j'ai trouvé ça, a été ouvert en 1972 au Bouscat, près de Bordeaux. Vous êtes aujourd'hui l'un des leaders européens de la franchise optique et audio, présent d'ailleurs, dans combien de pays? Ça représente combien de franchisés, de magasins? Eh bien, écoutez, on est présent dans 19 pays. En Europe, nous sommes présents en France et Espagne, ce sont nos marchés principaux. On a environ 750 magasins en France et 300 magasins en Espagne. On a aussi une implantation d'un peu plus de 50 magasins en Belgique, en Suisse, Portugal. Et ensuite, notre implantation est en Afrique, dans les pays francophones d'Afrique, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Nous avons récemment ouvert aussi dans les pays du GCC, comme au Koweït et à bientôt Dubaï, et aussi en Colombie et Asie du Sud-Est. Donc la croissance continue. Si vous deviez caractériser ce succès en quelques mots-clés, vous diriez quoi? Écoutez, l'entreprise Afflelou s'est construite autour de l'innovation, de l'esprit d'entreprendre, de l'expertise opticien, et puis aussi de la confiance qu'on a pu créer avec notre réseau de franchisés. Le fait de pouvoir, je ne sais pas quel terme vous employez d'ailleurs, multi-utiliser, ou d'avoir deux lunettes pour le prix d'un, parce que ça, c'est ce que le grand public a retenu aussi. Oui, exactement. Le lancement de Chin Chin, qui est la deuxième paire pour 1 euro de plus, qui a été en 99, et donc lancé en 99, et on continue justement avec cette politique commerciale depuis 20 ans qui a un vrai succès, qui traduit répond à de vrais besoins pour les clients. Alors aujourd'hui, il y a peut-être un autre mot qui vient, c'est le mot d'éco-responsabilité. Est-ce qu'il traduit une valeur du groupe Afflelou, et si oui, depuis combien de temps? Oui, bien sûr, on parle d'éco-responsabilité, ça s'inscrit même dans une politique RSE plus globale. On ne parle même pas de stratégie RSE. Pour nous, la RSE, ça doit faire partie de chaque action en fait inhérente à l'entreprise. On a lancé il y a quelque temps des produits éco-responsables, notamment avec notre collection H2O, qui sont des montures fabriquées à partir de bouteilles en fait, de plastique qui ont été pris dans les océans. Donc on a recyclé 20 000 bouteilles en plastique pour créer ces collections. Mais c'est aussi d'autres actions que nous mettons en place, comme le recyclage des lunettes, des lentilles, des piles pour les appareils auditifs, parce que nous faisons aussi de l'audio. Et ensuite, vraiment d'avoir cet engagement aussi pour les clients, les franchisés, et puis aussi pour toutes les personnes du siège. C'est quoi, si vous deviez, parce que, tiens d'ailleurs, dans la gamme, ça représente un petit pourcentage aujourd'hui, la gamme éco-responsable? Écoutez, la gamme éco-responsable, oui, ça représente un petit pourcentage pour l'instant. On a lancé ces produits l'été dernier. Ah oui, c'est tout récent. Exactement, mais on est amené à créer de nouvelles collections. De nouvelles collections solaires, notamment, vont être lancées par rapport à ce système d'éco-responsabilité. On a aussi notre collection phare Magic, vous savez, qui est la lunette de vue avec les clips qui vont sur la lunette de vue. On a justement fabriqué des clips en matière éco-responsable. Mais ça ne s'arrête pas là. Tous les sachets plastiques de nos lunettes sont, vous savez, nos lunettes sont livrées dans des sachets plastiques qui sont biodégradables. Et on a aussi justement des verres. Des verres qui sont entièrement biodégradables. Ça suppose, alors si on veut monter en gamme justement pour être de plus en plus éco-responsable, ce qui
permet aussi de répondre à une demande des consommateurs. Est-ce que ça suppose de changer profondément l'outil de production pour un groupe comme le vôtre? Non, pas profondément l'outil de production, c'est-à-dire qu'on met des nouvelles mesures en place. On travaille avec plusieurs fournisseurs qui sont déjà bien processisés pour pouvoir justement fabriquer des produits éco-responsables. Donc là-dessus, c'est plus une volonté qu'on doit avoir qui doit être commune. Et puis vraiment, c'est une tendance qui doit être sur du long terme. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut avoir justement toutes nos collections qui sont éco-responsables, mais ça se fait petit à petit. Ouais. Il y a un mot que vous avez employé, je crois que c'est même le premier mot que vous avez employé pour caractériser le succès du groupe Afflelou, c'est le mot innovation. C'est un domaine, la lunetterie, alors il y a aussi les prothèses auditives, mais la lunetterie, c'est un domaine où on innove encore beaucoup régulièrement? Oui, bien sûr, on innove beaucoup avec des concepts commerciaux. Vous savez, permettre aux gens de bien voir, c'est avant tout leur permettre de mieux vivre aussi. On a l'apport des nouvelles technologies avec beaucoup de recherche et développement sur ce qu'on appelle les smart glasses. Donc, on a par exemple Google qui a sorti des nouvelles lunettes justement intelligentes, la possibilité d'entendre le son directement dans les branches de lunettes. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup de recherche et développement qui se font, qui sont liés entre la vue et l'audition. Donc vous pourriez réunir vos deux métiers en quelque sorte? Exactement, ça c'est un de nos enjeux. Il y a 10 ans, on a lancé l'activité audio. Donc 100% des malentendants sont presbytes, c'est-à-dire que 100% des malentendants ont besoin de lunettes. Donc la synergie est toute trouvée et justement il y a des produits qui sont en cours de développement qui pourraient allier les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des produits, des lunettes de plus en plus connectées? Des lunettes de plus en plus connectées. Après, on en est encore assez loin. Il y a beaucoup plus d'innovation dans ce domaine-là au niveau des aides auditives. Donc, vous savez, entre ce qui est faisable et commercialisable, il y a toujours, on va dire, un certain gap dû aux réalités économiques. Mais oui, il y a une tendance vraiment de lunettes connectées. Mais vous avez évoqué les Google Glass. C'est plutôt un semi-échec quand même. Ça vous refroidit pas sur le chemin des lunettes connectées? Alors, effectivement, c'est un semi-échec, mais ça montre tout de même une tendance. C'est-à-dire que quand on a des innovations de rupture ou des innovations importantes, je pense qu'il faut voir plutôt sur quelles sont les perspectives sur du long terme et de ne pas s'arrêter justement à des échecs ou à des lancements qui auraient pu être ratés. Est-ce qu'il y a d'autres actions Alors là, je prends la partie solidarité de la politique RSE d'une entreprise. Est-ce qu'il y a des actions de solidarité menées par le groupe Afflelou dont vous pourriez nous parler? Alors écoutez, nous sommes en train de construire cela. Comme je vous l'ai dit, l'important pour nous dans la RSE, c'est aussi d'être pertinent et d'avoir un discours qui soit en adéquation avec notre métier d'opticien. Équiper des gens, leur permettre aux gens de mieux voir et de mieux entendre, c'est aussi de mieux vivre. On est dans un contexte sanitaire malheureusement qui engendre une crise compliquée. Et on a des perspectives justement par rapport à ça de réinsertion sociale ou d'aider les gens justement à mieux vivre en leur donnant accès aux lunettes et aux aides auditives. On a une fondation Afflelou qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans et qui est gérée par l'Espagne, où notamment on fait du dépistage au Maroc et dans d'autres pays d'Afrique et on donne des lunettes gratuitement pour les personnes les plus défavorisées. Alors il y a une histoire, je voulais garder un peu de temps, que je voudrais que vous nous racontiez, revenir sur une autre action de solidarité qui a été menée il y a bientôt un an, printemps dernier. On est au tout début juste après le premier confinement. La promesse, elle est simple, le groupe Afflelou dit on va fournir 500 000 masques à l'Agence régionale de santé et on est début avril 2020. Je le dis, la promesse est simple, sauf qu'à l'époque, toute la planète veut des masques. Pour le mettre en œuvre, ça a été plus compliqué. D'abord, vous vous êtes retrouvé confronté à l'administration chinoise, en quelque sorte? Exactement, à l'administration chinoise, en fait, on s'est renseigné auprès de nos fournisseurs s'il y avait justement possibilité de produire des masques à distribuer en France. Lors du premier confinement, il y avait justement une pénurie, une problématique de masques. Et on s'est dit, si on peut justement amener un peu notre pierre à l'édifice ou aider en distribuant des masques, ce serait une bonne chose.
mais ça a duré plus longtemps que prévu. Et en fait, les masques qui étaient complètement déjà réservés par l'ensemble des gouvernements internationaux ont mis énormément de temps à venir en France. Enfin, énormément de temps. On a mis un mois de plus que ça ne devait l'être. Ouais. Donc on était dans une situation... Il a fallu trouver un nouveau partenaire, Géodis, je crois. Ça voulait dire qu'il fallait reconfigurer, réempacter, presque réemballer les masques. Exactement, réempacter. Aussi s'assurer avec le gouvernement français qui nous aide en fait dans cette démarche. Finalement, tout s'est bien passé. Nous avons sollicité l'ensemble de nos franchisés pour participer à cette opération, et c'est ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup, merci Anthony Flelou, à bientôt sur Bismart. Merci. Tout de suite, on débat sur la fin, ou pas d'ailleurs, de la fast fashion. Comment engager une maison de textile dans un modèle durable et responsable, loin des dérives de la fast fashion? Voilà le thème de notre débat avec Olivier Classio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du cabinet Des Enjeux et des Hommes. Et puis avec nous en visioconférence, Charlotte Dereux, la fondatrice de Patine. Bonjour Charlotte Dereux. On détaillera votre engagement tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Patine en quelques mots? Oui, Patine est une marque que j'ai créée il y a bientôt 4 ans. Je dis souvent que je suis une repentie de la fast fashion. Et j'ai mis 15 ans à oser lancer ma marque. Et le jour où j'étais prête, il n'y avait plus besoin de rien. Il y a déjà trop de modes qui existent. Et du coup, l'idée est d'essayer de créer un nouveau chemin, de montrer une nouvelle voie pour les marques. C'est-à-dire faire des beaux vêtements, mais tout en respectant aujourd'hui le budget environnemental et social de la planète. C'est-à-dire qu'on n'a plus de réserve, donc il faut en utiliser le moins possible et faire des choses qu'on garde, qu'on ne jette pas, qu'on aime. Voilà. Alors, on entrera dans le détail tout à l'heure, mais Olivier Classio, le cabinet des enjeux et des hommes accompagne les changements dans les entreprises. Est-ce que vous diriez, pour avoir peut-être une vision un peu globale, que l'industrie de la mode est en train de faire sa mue? Alors, il y a eu vraiment des électrochocs, notamment l'épisode du Rana Plaza. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des initiatives collectives qui sont en train de voir le jour. Les enjeux ne sont pas simples. Peut-être qu'on rentrera dans le détail. En tout cas, on voit des acteurs de cette fast fashion qui sont en train de se remettre en question. Et puis, on voit aussi ces petites marques qui donnent l'exemple et qui créent les bonnes pratiques. Alors, vous avez cité effectivement le drame du Rana Plaza au Bangladesh, 24 avril 2013, 1135 morts dans cet immeuble qui abritait de nombreux ateliers de confection. Qu'est-ce qu'on découvre sur les étiquettes dans les débris? Pourquoi c'est un électrochoc? C'est un électrochoc parce que d'abord, on découvre les marques qu'on connaît. Or, les coulisses de la mode sont des choses que le commun des consommateurs ne connaît pas. C'est assez flou, c'est assez lointain. Et donc, nous explose à la figure les conditions de travail, le fait que la sécurité ne soit pas mise en place, et puis cette responsabilité des marques. Parce qu'au-delà des entreprises dont on ne connaît pas forcément l'existence, on a des logos qu'on achète tous les jours. Ouais. Voilà. Et donc, tout d'un coup, le consommateur se rend compte que peut-être il ne fait pas le bon choix. Et donc, de là découle un certain nombre de cadres et de pressions qui ont pour objectif de mettre ce secteur devant ses responsabilités. Et il y a de nombreux enjeux, et pas seulement l'enjeu social. Effectivement, il y a de nombreux enjeux. Si vous deviez, Charlotte Dereux, caractériser les dérives de la fast fashion, vous diriez quoi en quelques mots? Je dirais, côté consommateur, il y a l'aspect un peu gueule de bois, c'est-à-dire le plaisir instantané en fait qui est de moins en moins. On se rend compte qu'on est trahi en fait très très vite. Il y a une sorte d'euphorie quand on va en magasin parce que la bonne pièce, une impression de luxe et l'impression que ta vie va changer avec cette nouvelle jupe ou ce nouveau top. Et puis chez soi, très vite, on se rend compte qu'une fois devant son placard, elle apporte rien, elle sert à rien. Et je rajouterais avec la conscience écologique qui s'éveille, on se sent même encombré. Alors on se sent encombré dans sa tête et encombré aussi physiquement parce qu'on se dit qu'est-ce que je vais faire de ce vêtement, ce qui pose un autre problème aussi avec Vinted qui pour moi est une autre sorte de catastrophe parce que du coup on recrée une liquidité sur la fast fashion, on peut acheter revendre et ça résout rien du tout, mais bon c'est encore un autre débat. Je dirais que la fast fashion en plus est allée finalement aussi dans
disons que c'est pas la fast fashion en revanche qui a inventé la fabrication à bas coût dans des pays où on respecte pas le droit du travail. Ça, c'est apparu dans les années 90 et par exemple Patine, qui est une marque qui est ancrée dans le style des années 80-90 justement, le streetwear, voilà. On essaie de garder ce qui est bon dans ces vêtements en termes de style, mais de changer tout ce qu'on nous a caché derrière, puisque c'est dans les années 90 que la majorité des grandes marques américaines se sont séparées de tout leur appareil productif et sont allées fabriquer en Asie. Et c'est l'avènement aussi des super marques et du fait qu'on rêve des grandes marques dans la mode. Mais ces grandes marques, en fait, on rêve de la façade, mais pas du tout de ce qui se passe derrière. Et je pense que le sujet aujourd'hui, c'est réconcilier devant, derrière. On parle de beauté intérieure et extérieure. Pour moi, on peut plus choisir entre les deux. Je voudrais prendre un exemple concret sur le coton que vous utilisez. C'est du coton bio, j'imagine. Ça signifie quoi? Quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés chez Patine pour tenir cette promesse? Alors effectivement, souvent les marques qui s'engagent commencent par leur matière. Alors chez Patine, du coup, comme on a lancé il y a 4 ans, on voulait aller plus loin que le coton bio. Donc pour le t-shirt, on utilise un fil qui est 100% bio et qui contient 40% de fibres recyclées. C'est du recyclage de fibres on dit pré-consumer, ça veut dire des déchets d'usine, des débris d'usine qui sont réenroulés autour du fil vierge pour faire un fil très solide, mais du coup texturé avec 40% du coup de fibres qui ont une deuxième vie. Ça, l'intérêt, c'est de réduire encore plus la consommation en eau. Nous, on suit 3 indicateurs clés chez Patine. On suit les émissions carbone, on suit donc l'empreinte carbone de nos vêtements, on suit la pollution de l'eau et on suit le volume d'eau utilisé. Utiliser, par exemple, du coton recyclé permet de réduire largement, sensiblement, le volume d'eau utilisé pour un vêtement. Donc ça, c'est bien. Après, le travail, justement, ne s'arrête pas du tout à la matière parce qu'il faut faire attention où la matière pousse, il va y avoir un impact sur le transport parce que du coup, plus on utilise une matière qui est proche du consommateur final, moins on utilise aussi de ressources et c'est très très important. D'où l'importance, nous, notre choix de choisir des matières les plus locales possibles, le plus près possible. Donc par exemple, prendre un coton qui va pousser en Tanzanie plutôt qu'au fin fond de l'Inde, c'est un choix qui est réfléchi. Et puis confectionner aussi à moins de 3000 km pour tous nos vêtements pour essayer de limiter cet impact. Olivier Classio, il y a des labels qui garantissent une mode durable, une mode responsable. Oui, absolument. Et ça, c'est très important parce que Charlotte l'a évoqué. Aujourd'hui, dans le textile, ça existe dans plein d'autres secteurs, dans les cosmétiques notamment aussi, mais il y a cette notion de filière. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer la filière, la chaîne de valeur des fournisseurs qui, à un moment donné, arrivent à la marque dont on connaît le logo? Alors, il y a en effet des labels officiels qui sont vraiment des labels reconnus. Les deux plus connus sont GOTS et GRS. Donc GOTS, ça veut dire Global Organic Textile Standard en anglais. Et GRS, c'est son équivalent sur le recyclé. Donc même sur une matière recyclée, on peut avoir cette traçabilité. Et donc c'est intéressant aussi d'éduquer le consommateur à faire la part des choses entre des labels qui sont vraiment fiables et puis des choses qui parfois peuvent être autoproclamées. Ouais. Charlotte Duro, je crois que vous devez partir avant la fin du débat. Donc je vous pose une dernière question tant que vous êtes là. La recyclabilité des vêtements, le mot n'est pas si simple à prononcer. Vous y pensez aussi? C'est une solution pour vous? Alors, c'est important plus que recyclabilité, c'est qu'est-ce qui va être son empreinte sur Terre une fois qu'on n'en fait rien. Alors, 2 choses là-dessus. Moi, le recyclage est hyper important, de ne pas fabriquer par exemple des vêtements en polyester vierge ou en mauvaise viscose qui vont mettre des centaines d'années à se biodégrader et tout ça en plus en relâchant dans la terre des produits chimiques mauvais, ça c'est important. Cependant, le recyclage, c'est un combat qui est aussi celui de la fast fashion c'est bien, mais en même temps, le fait de dire qu'on peut recycler les choses, c'est pas du tout encourager à baisser sa consommation. Et mon avis aujourd'hui est que le recyclage est effectivement le grand combat du coup de ces marques de fast fashion pour continuer à exister en tant que modèle économique, parce que comme si on a une solution pour que le vêtement puisse redisparaître et renaître de ses cendres, tel Jésus-Christ, pour qu'on rachète du coup un top à 10 €. Pour moi, c'est pas la solution. Le combat de marques plus petites et engagées et petites mais solides et en croissance,
croissance, c'est pour moi d'essayer de fabriquer des vêtements qu'on garde. Et dans la recette de garder un vêtement, ça ne veut pas dire être tous habillés en toge bleu marine triste et se punir. Ça veut dire tout penser pour qu'on aime ces vêtements longtemps. Et pour les aimer longtemps, il y a plein de façons de faire. Évidemment, qu'ils soient très beaux, qu'ils soient beaux de l'intérieur, comme on a pu le voir aussi en étant extrêmement transparent sur leur fabrication et la traçabilité complète de la fibre jusqu'à la teinture et qui a fait le vêtement. Mais c'est aussi toute l'émotion qu'on peut y mettre. C'est les références historiques et culturelles pour expliquer les choix qu'on a fait d'un point de vue design. Et puis, c'est de créer des marques qui sont aujourd'hui connectées à leurs clientes. C'est pour ça que toute une génération de nouvelles marques comme la nôtre sont en train de grandir. C'est que on est en direct avec nos clients, avant tout sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, sur le compte Patine Paris. On discute 2 heures par jour, tous les jours. Moi, c'est ce que je fais depuis 4 ans, 2 heures à discuter avec nos clientes pour concevoir les vêtements avec elles et puis pour s'assurer qu'elles continuent à les porter, à les aimer. C'est un travail de tous les jours. On n'abandonne pas le vêtement une fois qu'il est vendu. Merci Charlotte Dereux. Bon vent à Patine, cette notion de communauté, effectivement. Olivier Classio, les enjeux dont on parle là, ils sont majeurs parce que ça ne va pas se calmer. L'augmentation de la population mondiale fait que la quantité de déchets liés à l'industrie de la mode, elle est potentiellement exponentielle, quoi. Exactement. Il y a quelques secteurs, dont le digital, dont les impacts vont croissant et on ne sait pas comment on va freiner ça, et la mode aussi. Donc, aujourd'hui, force est de constater qu'on a une augmentation de la population et en moyenne, évidemment, une augmentation du panier textile moyen. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, ce modèle de fast fashion, il génère une pression sur les ressources, beaucoup de déchets, dont la fin de vie n'est pas pensée intelligemment à ce stade. C'est pour moi le gros défi. Ouais. Et puis, ça soulève le modèle de consommation. Alors, il y a quand même des solutions. En tout cas, il y a quand même des voies d'amélioration. La première, on l'a évoqué avec Charlotte, c'est la filière, parce que la filière, c'est à la fois du social et puis des pratiques environnementales. C'est accompagner ses fournisseurs. Et pour ça, il faut garder les mêmes fournisseurs dans la durée. La deuxième chose, c'est de travailler sur la matière. On en a parlé. Donc, c'est d'être sûr que la matière, si elle est vierge, répond à un certain nombre de standards, dont les labels qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais c'est aussi d'essayer au maximum, et elle a donné l'exemple de Patine, d'injecter de la matière recyclée dans les nouveaux produits. Sauf que cette matière, aujourd'hui, dans le textile, ce qui est très compliqué, c'est que la fin de vie n'est pas pensée. Il y a en RSE, on appelle ça l'éco-conception. C'est quand on invente un nouveau produit, de déjà réfléchir à ces étapes. Usage. Voilà. Et donc, par exemple, conclusion, malheureusement. La séparabilité, par exemple, c'est un sujet très important. Donc, comment je mélange pas trop des fibres qui seraient difficiles là. Voilà. Et puis, l'avenir, quand même, c'est est-ce qu'il y a un nouveau modèle économique Charlotte était assez critique sur la seconde main. Je pense qu'une seconde main intelligemment pensée, c'est quand même intéressant. Et puis, on voit émerger des marques où on n'achète plus le produit, mais on le loue. Et donc, peut-être que l'avenir, c'est qu'on n'ait plus des placards pleins de vêtements, mais que les vêtements circulent et qu'on les utilise de manière complètement différente. Et on aura l'occasion d'en reparler ensemble, Olivier Classio, peut-être avec une autre marque, une grande marque très connue des consommateurs français. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Tout de suite, on découvre un gel douche sain pour nous et pour la planète. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas et la bonne idée du jour est signée Carline Hamin qui est avec nous en visioconférence. Bonjour, vous êtes la cofondatrice de Juliette, marque de produits. C'est vous qui le dites, c'est votre baseline, votre leitmotiv, bon pour la planète et la santé. Vous commencez par le gel douche, c'est ça ? Bonjour, oui, tout à fait. Alors, on commence effectivement par le gel douche. Pourquoi le gel douche ? C'est parce qu'en fait, c'est un produit déjà qu'on utilise tous les jours, voire 2 fois par jour. Et c'est un produit qui est en fait un peu une aberration écologique parce que d'abord, il est contenu dans un contenant en plastique à usage unique qu'on jette encore et encore pour racheter la même chose à chaque fois. Et puis, un gel douche classique, c'est 80 à 90%
100% d'eau que l'on a à la maison et que donc on pourrait éviter de transporter. Par ailleurs, il y a à peu près 220 millions de bouteilles de gel douche en plastique qui sont jetées en France chaque année. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est parti en premier du gel douche. Et mais alors, donc ça fonctionnera comment? L'offre que vous proposez avec Juliette, c'est quoi? Alors, l'offre qu'on propose avec Juliette, alors donc à savoir que Juliette, c'est une idée qu'on a eue avec Baptiste, mon mari, et Juliette, donc qui est notre fille, l'été dernier quand on est parti en vacances dans le sud. Il se trouve qu'on s'est retrouvés sur une plage avec plein de déchets plastiques et que notre fille, à un moment, a pris un déchet plastique dans la main et du haut de ses 2 ans et demi, nous a demandé ce que c'était. Et du coup, voilà, on a dû lui répondre, lui expliquer ce que c'était, mais ça nous a mis assez mal à l'aise, à tel point qu'en fait, le soir, on a acheté le nom de domaine juliette.com en se disant qu'on allait monter un projet pour changer le monde des prochaines générations, pour leur donner un vrai message d'espoir. Donc ensuite, une fois qu'on s'est dit ça, on s'est posé un peu plus sur le sujet et on s'est rendu compte avec Baptiste qu'il y avait un vrai champ d'action dans nos maisons avec tous les produits qu'on utilise au quotidien. Et l'idée du projet, c'est vraiment de vivre dans une maison qui prend soin de l'homme et de son environnement. Et c'est pour ça comment on va faire ça? En fait, on le fait en proposant des produits qui sont bons pour la santé, bons pour la planète, qu'on a plaisir à utiliser parce qu'on pense vraiment que c'est en misant sur le plaisir qu'on va réussir à changer les choses. Et bien sûr, en proposant aussi des produits à des prix abordables, là encore pour avoir un vrai impact sur l'avenir. Donc là, en l'occurrence, c'est un flacon et un produit dans lequel nous-mêmes on rajoute de l'eau. C'est ça, pour bien comprendre? Exactement. En fait, l'idée, donc le concept du gel douche, c'est qu'on livre chez vous une bouteille en verre renforcé qui est réutilisable à vie. On vous livre aussi une recharge de gel douche en poudre, donc un concentré de gel douche en fait. Et l'idée, c'est que vous mettez votre concentré de gel douche en poudre dans la bouteille, vous ajoutez de l'eau donc chez vous et en fait, tout simplement, ça fait votre gel douche. Vous avez lancé un concours sur votre site internet, 120 jours pour changer le monde, rien que ça. Ça consiste en quoi? Alors en fait, l'idée de ce concours-là, donc c'était pour se lancer tout simplement. Le 9 décembre dernier, on a commencé à se faire connaître grâce à ce concours. L'idée de ce concours, donc qui se termine le 10 avril, c'est tout simplement de nous soutenir tout en s'amusant. Là encore, la variable plaisir, on l'a voulu exprès et elle est hyper centrale dans ce concours-là. Le principe, c'est que vous vous inscrivez donc sur notre site www.juliette.com. Vous remplissez des missions qui sont hyper simples, comme par exemple nous suivre sur les réseaux sociaux. Et en échange de quoi vous recevez des points. Au plus vous avez de points à la fin du concours et au plus vous remportez des beaux cadeaux et notamment bien sûr notre premier produit, le gel douche jus. Alors vous avez d'autres idées, vous avez dit c'est l'univers de la maison, qu'est-ce que vous pourriez lancer d'autre comme produit? Alors effectivement, on commence par le gel douche parce que voilà, c'est vraiment un produit qu'on utilise 1 voire 2 fois par jour. Donc, on a considéré que c'était peut-être un des plus urgents, mais évidemment, ça va concerner toute la maison et on veut s'attaquer à toute la maison pour avoir un vrai impact et donner ce message fort d'espoir aux prochaines générations. Donc, on va continuer de s'installer dans la salle de bain, notamment avec du shampoing, du dentifrice ou du déodorant. Et puis, on va aller vers les autres pièces de la maison où on peut proposer des alternatives. Et là, notamment, ça va concerner la lessive, des tablettes pour le lave-vaisselle, du savon de main, etc., etc. En gros, notre objectif, c'est que d'ici 1 an, on soit présent dans toute la maison. Merci Caroline Hamin, bon vent à votre marque Juliette. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je voudrais remercier Caroline Wattel qui nous a accompagnés pendant 6 mois à la programmation, à la préparation de Smart Impact, mais aussi de Smart Future. Voilà, c'était un plaisir de travailler avec Caroline. Bon vent à elle dans ses nouvelles aventures télévisuelles. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.